J'appelle à la tribune pour parler des habitants Michel Vievorka, Emmanuel Acciardi. J'appelle également Joël Beaugrasset et Élodie Vouillon. Et je vais céder la parole au comédien Daniel Mesguich. Georges Perec, espèce d'espace. Travaux pratiques. Observer la rue, de temps en temps, peut-être avec un souci un peu systématique. S'appliquer. Prendre son temps. Noter le lieu. La terrasse d'un café près du carrefour Bac-Saint-Germain. L'heure, 7 heures du soir. La date, 15 mai 1973. Le temps, bout fixe. Noter ce que l'on voit, ce qui se passe de notable. Sait-on voir ce qui est notable? Y a-t-il quelque chose qui nous frappe? Rien ne nous frappe. Nous ne savons pas voir. Il faut y aller plus doucement, presque bêtement. Se forcer à écrire ce qui n'a pas d'intérêt, ce qui est le plus évident, le plus commun, le plus terne. La rue. Essayez de décrire la rue. De quoi c'est fait? À quoi ça sert? Les gens dans les rues, les voitures. Quel genre de voitures? Les immeubles. Notez qu'ils sont plutôt confortables, plutôt cossus. Distinguez les immeubles d'habitation et les bâtiments officiels. Les magasins. Que vend-on dans les magasins? Il n'y a pas de magasin d'alimentation. Ah si, il y a une boulangerie. Se demander où les gens du quartier font leur marché. Les cafés. Combien y a-t-il de cafés? 1, 2, 3, 4. Pourquoi avoir choisi celui-là? Parce qu'on le connaît, parce qu'il est au soleil, parce que c'est un tabac. Les autres magasins, des antiquaires, habillements, hi-fi, etc. Ne pas dire, ne pas écrire, etc. Se forcer à épuiser le sujet, même si ça a l'air grotesque, ou futile, ou stupide. On n'a encore rien regardé, on n'a fait que repérer ce que l'on avait depuis longtemps repéré. S'obliger à voir plus platement. Déceler un rythme. Le passage des voitures. Les voitures arrivent par paquets parce que, plus haut ou plus bas dans la rue, elles ont été arrêtées par des feux rouges. Comptez les voitures. Regardez les plaques des voitures. Distinguez les voitures immatriculées à Paris et les autres. Notez l'absence des taxis, alors que précisément il semble qu'il y ait de nombreuses personnes qui en attendent. Lire ce qui est écrit dans la rue. Colonne Maurice, kiosque à journaux, affiches, panneaux de circulation, graffitis, prospectus jetés à terre, enseignes des magasins. Beauté des femmes. La mode est au talon trop haut. Déchiffrer un morceau de ville, en déduire des évidences. La hantise de la propriété, par exemple. Décrire le nombre des opérations auxquelles se livre le conducteur d'un véhicule automobile lorsqu'il se gare, à seule fin d'aller faire l'emplette de 100 grammes de pâte de fruits. Se garer au moyen d'un certain nombre de manœuvres. Couper le contact. Retirer la clé, déclenchant ainsi un premier dispositif anti-vol. S'extirper du véhicule. Relever la glace de la portière avant gauche. La verrouiller. Vérifier que la portière arrière gauche est verrouillée. Sinon, l'ouvrir, relever la poignée de l'intérieur, claquer la portière, vérifier qu'elle est effectivement verrouillée. Faire le tour de la voiture. Le cas échéant, vérifier que le coffre est bien fermé à clé. Vérifier que la portière arrière droite est verrouillée. Sinon, recommencer l'ensemble des opérations déjà effectuées sur la portière arrière gauche. Relever la glace de la portière avant droite. Fermer la portière avant droite. La verrouiller. Jeter, avant de s'éloigner, un regard circulaire, comme pour s'assurer que la voiture est encore là et que nul ne viendra la prendre. Déchiffrer un morceau de ville, ses circuits. Pourquoi les autobus vont-ils de tel endroit à tel autre? Qui choisit les itinéraires et en fonction de quoi? Se souvenir que le trajet d'un autobus parisien intramuros est défini par un nombre de 2 chiffres, dont le premier décrit le terminus central et le second le terminus périphérique. Trouver des exemples, trouver des exceptions. Tous les autobus dont le numéro commence par le chiffre 2 partent de la gare Saint-Lazare. Par le chiffre 3 de la gare de l'Est. Tous les autobus dont le numéro se termine par un 2 aboutissent grosso modo dans le 16e arrondissement ou à Boulogne. Avant, c'était des lettres. L'S, cher à Queneau, est devenu le 84. S'attendrir au souvenir des autobus à plateforme, la forme des tickets, le receveur avec sa petite machine accrochée à sa ceinture. Les gens dans les rues, d'où qu'ils viennent, où qu'ils vont, qui qu'ils sont. Gens pressés, gens lents. Paquets. Gens prudents qui ont pris leur imperméable. Chiens. Ce sont les seuls animaux visibles. On ne voit pas d'oiseaux. On sait pourtant qu'il y a des oiseaux. On ne les entend pas non plus. On pourrait apercevoir un chat en train de se glisser sous une voiture, mais cela ne se produit pas.
Il ne se passe rien, en somme. Essayez de classer les gens, ceux qui sont du quartier et ceux qui ne sont pas du quartier. Il ne semble pas y avoir de touristes. L'époque ne s'y prête pas. Et d'ailleurs, le quartier n'est pas spécialement touristique. Quelles sont les curiosités du quartier? L'hôtel de Salomon-Bernard? L'église Saint-Thomas d'Aquin? Le numéro 5 de la rue Sébastien-Bottin? Du temps passe. Boire son demi. Attendre. Notez que les arbres sont loin. Là-bas, sur le boulevard Saint-Germain et sur le boulevard Raspail, qu'il n'y a pas de cinéma ni de théâtre, qu'on ne voit aucun chantier visible, que la plupart des maisons semblent avoir obéi aux prescriptions de ravalement. Un chien d'une espèce rare, lévrier afghan, Slougi, une Land Rover que l'on dirait équipée pour traverser le Sahara. Malgré soi, on ne note que l'insolite, le particulier, le misérablement exceptionnel. C'est le contraire qu'il faudrait faire. Continuez, jusqu'à ce que le lieu devienne improbable, jusqu'à ressentir, pendant un très bref instant, l'impression d'être dans une ville étrangère, ou mieux encore, jusqu'à ne plus comprendre ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas, que le lieu tout entier devienne étranger, que l'on ne sache même plus que ça s'appelle une ville, une rue, des immeubles, des trottoirs. Faire pleuvoir des pluies diluviennes, tout casser, faire pousser de l'herbe, remplacer les gens par des vaches, voir apparaître au croisement de la rue du Bac et du boulevard Saint-Germain, dépassant de 100 mètres les toits des immeubles, King Kong ou la souris fortifiée de Tex Avery. Ou bien encore, s'efforcer de se représenter avec le plus de précision possible, sous le réseau des rues, l'enchevêtrement des égouts, le passage des lignes de métro, la prolifération invisible et souterraine des conduits, électricité, gaz, lignes téléphoniques, conduites d'eau, réseau des pneumatiques, sans laquelle nulle vie ne serait possible à la surface. En dessous, juste en dessous, ressusciter l'Éocène, le calcaire à Meulière, les marnes et les caillasses, le gypse, le calcaire lacustre de Saint-Ouen, les sables de Beauchamp, le calcaire grossier, les sables et les lignites du Soissonnais, l'argile plastique, la craie. Nous nous servons de nos yeux pour voir. Notre champ visuel nous dévoile un espace limité, quelque chose de vaguement rond, qui s'arrête très vite à gauche et à droite et qui ne descend ni ne monte bien haut. En louchant, nous arrivons à voir le bout de notre nez. En levant les yeux, nous voyons qu'il y a un haut. En baissant les yeux, nous voyons qu'il y a un bas. En tournant la tête dans un sens puis dans un autre, nous n'arrivons même pas à voir complètement tout ce qu'il y a autour de nous. Il faut faire pivoter le corps pour tout à fait voir ce qu'il y avait derrière. Notre regard parcourt l'espace et nous donne l'illusion du relief et de la distance. C'est ainsi que nous construisons l'espace, avec un haut et un bas, une gauche et une droite, un devant et un derrière, un près et un loin. Lorsque rien n'arrête notre regard porte très loin. Mais s'il ne rencontre rien, il ne voit rien. Il ne voit que ce qu'il rencontre. L'espace, c'est ce qui arrête le regard, ce sur quoi la vue bute, l'obstacle, des briques, un angle, un point de fuite. L'espace, c'est quand ça fait un angle, quand ça s'arrête, quand il faut tourner pour que ça reparte. Ça n'a rien d'ectoplasmique, l'espace. Ça a des bords, ça ne part pas dans tous les sens, ça fait tout ce qu'il faut faire pour que les rails des chemins de fer se rencontrent bien avant l'infini. Ou bien, brouillon de lettres, je pense à toi souvent. Parfois je rentre dans un café, je m'assieds près de la porte, je commande un café, je dispose sur le guéridon de faux marbre mon paquet de cigarettes, une boîte d'allumettes, un bloc de papier, mon stylo feutre. Je remue longtemps la petite cuillère dans la tasse de café. Pourtant, je ne sucre pas mon café. Je le bois en laissant fondre le sucre dans ma bouche, comme les gens du Nord, comme les Russes et les Polonais quand ils boivent du thé. Je fais semblant d'être préoccupé, de réfléchir, comme si j'avais une décision à prendre. En haut et à droite de la feuille de papier, j'inscris la date, parfois le lieu, parfois l'heure. Je fais semblant d'écrire une lettre. J'écris lentement, très lentement, le plus lentement possible. Je trace, je dessine chaque lettre, chaque accent, je vérifie les signes de ponctuation. Je regarde attentivement une affichette, le tarif des glaces et mystères, une ferrure, un store, le cendrier jaune hexagonal. En fait, c'est un triangle équilatéral, dans les angles coupés duquel ont été aménagées les dépressions en demi-cercle où peuvent être posées les cigarettes. Dehors, il y a un peu de soleil, le café est presque vide. De ravaleurs de façade boivent un rhum au comptoir, le patron somnole derrière sa caisse, la serveuse nettoie la machine à café. Je pense à toi. Tu marches dans ta rue, c'est l'hiver, tu as relevé le col de ton manteau de loup, tu es souriante et lointaine.
Merci Daniel Mesguich pour cette jolie lecture du texte de Pérec. Habitants, habiter, participer, de l'intérêt particulier à la responsabilité collective. Plusieurs questions. Comment construit-on cet intérêt collectif, j'allais dire général? Comment chacun peut-il en être porteur? Comment la puissance publique entend-elle les attentes, les besoins, les désirs du citoyen, même mal exprimés? Et le citoyen, quant à lui, entend-il l'intérêt public ou ne voit-il que le sien propre? On le sait, l'articulation entre la sphère privée et le projet collectif est au cœur des questions de citoyenneté et des politiques urbaines. Construire la ville, l'aménager sans écouter le citoyen est insuffisant. Mais comment ces citoyens peuvent-ils exprimer un point de vue fondé sans disposer de la réflexion globale sur les projets? Et pour la personne publique qui cherche à conjuguer efficacité politique et proximité avec la population, quelles sont les conditions pour une participation éclairée? Nous aborderons tous ces sujets et j'espère bien d'autres dans un instant, juste après un petit film qui va nous présenter cette table ronde. Petite question, est-ce que vous connaissez l'habitat bioclimatique? Ce sont des maisons qui tiennent compte de l'environnement pour faire des économies d'énergie. Illustration à Penautier, près de Carcassonne, avec un propriétaire qui s'est lancé dans l'aventure. Découverte avec Jean-Pierre Laval et Frédéric Guibal. C'est une nouveauté qui marque le paysage urbain à Penautier, un village du Carcassonnais. Une maison de bois et d'acier, 130 mètres carrés, construite en matériaux écologiques. Une maison de style contemporain et le choix déterminé d'économiser l'énergie. C'est ce qui a guidé ici le propriétaire Luc Nanquette. Pour préparer son projet, il s'est appuyé sur l'expertise du CAUE, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de l'Aude. Le CAUE m'a conforté dans notre projet. À savoir que techniquement, on avait des doutes aussi sur les matériaux, sur les ouvertures, sur tout ça. Ça a vraiment confirmé notre projet aujourd'hui. Ouais. Chaque année, près d'1 millier de particuliers font appel au conseil gratuit du CAUE en Pays d'Aude. L'idée de base, c'était de s'intéresser au jardin, en particulier quand il parlait des architectes conseillers qui voient des plans de maison, de permis de construire. On voit la maison, on voit tout comme il faut, mais le jardin en général, on voit un arbre, souvent un palmier, et c'est tout. Alors l'idée, c'était d'essayer de dire aux gens, bon, vous construisez, vous faites une belle maison, vous l'adaptez au climat, vous la protégez du soleil, vous favorisez la ventilation, etc. Mais le jardin, ça fait partie de cette, on va dire, de cette approche d'adaptation de la case au climat. Pas mal de projets qui ont mobilisé des habitants, donc il y a aussi au bout d'un moment certains habitants peuvent s'essouffler. Après la difficulté pour nous, d'ailleurs on le voit aussi en politique de la ville, etc., c'est que souvent lorsque des acteurs mobilisent des habitants, c'est souvent toujours les mêmes habitants qui s'expriment. L'enjeu pour nous c'est aussi de faire émerger des envies d'habitants qui ne s'expriment pas. Et on s'est dit qu'il serait peut-être intéressant de faire appel du coup à un acteur extérieur qui était sensible à ces questions un petit peu de démarche co-construite, qui pouvait mobiliser un certain nombre d'habitants, s'interroger, faire émerger des désirs, etc. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit que ce serait intéressant de travailler sur cette trame verte participative en faisant appel au CAUE, avec qui on avait déjà travaillé. Comment de chez toi tu vas être amené à aller jusque là-bas en fait. Les limites de la rue en fait sont irrégulières, il y a des avancées, des reculs, il y a des pignons qui avancent. On va regarder le fonctionnement. Alors, on a reçu un courrier, en fait c'est comme ça que ça s'est passé, on a reçu un courrier de la mairie nous demandant si on voulait participer à cette opération pour tout ce qui était devant la maison. Quand le rhodo et puis les hortensias auront poussé, ça va créer des masses végétales. Donc nous on a creusé, ameubli la terre. Là, dans le courant de la semaine, M. Serrager, les employés municipaux nous ont livré le compost. Oui. Donc hier, on l'a mélangé avec la terre, la bonne terre, et puis aujourd'hui, on est en train de faire, les bordures. Voilà. Et après, on se chargera de l'entretien. Michel Vievorka, alors vous souhaitiez parler de périurbain.
Donc on va parler un peu de rural, hein. De périurbain, le lieu où la ville se délite pour se répandre en sortie de ville, en zone commerciale, en bretelle d'autoroute ou en zone pavillonnaire. Le périurbain, c'est aussi un lieu qui offre régulièrement au Front National ses plus beaux scores, hein, on l'a vu encore aux dernières élections, ou pour le dire autrement, le lieu où les habitants ne se sentent plus représentés par l'offre politique traditionnelle, ce qu'on appelle les partis républicains. Alors, 3 questions hein, qui s'emboîtent les unes dans les autres. Comment aujourd'hui la République peut-elle faire pour parler à ses habitants ? Parler, mais ça veut dire aussi donc les écouter, les entendre. Comment peut-elle faire pour faire comprendre que la somme des intérêts particuliers ne fait pas un projet collectif digne de ce nom ? Et finalement, comment on s'adresse à ceux qui vivent une vraie crise de la représentation politique et qui, on le voit sondage après sondage, témoignage après témoignage, n'ont plus l'impression d'être entendus ? Je voudrais d'abord remercier Daniel Mesguich. Le texte de Pérec qui nous a lu, dont le titre, je crois, c'est « Ce qui se passe quand il ne se passe rien ». C'est vraiment un très grand texte et c'était très, très agréable de l'entendre. Alors, j'ai voulu commencer, et les images qu'on vient de voir me confortent un peu dans l'idée que tout n'est pas harmonieux. Cette image que je trouve formidable, hein, des architectes conseils qui viennent à la rencontre des habitants, les habitants expliquent ce qui ne va pas, etc. Et on arrive à des solutions formidables. Oui, bien sûr, et il faut qu'il y en ait, et qu'il y en ait de plus en plus. Mais si je vous avais dit un mot par téléphone à propos du périurbain, c'est parce qu'il y avait un phénomène qui m'a beaucoup frappé. C'est que dans ce pays où la démographie change, où l'organisation, l'habitation des gens, la répartition des gens dans les territoires se transforme, eh bien, on ne voit pas forcément facilement des mouvements qui nous échappent, des mouvements qui font le contraire de ce que nous essayons de faire ensemble. Et ces problèmes périurbains peuvent illustrer ça. Alors, je vais le raconter de façon un peu concrète, moi aussi. Imaginez un couple, lui est ouvrier dans un hôpital, une grande organisation, peu importe, et elle est caissière dans un hypermarché. Ils habitent le HLM, ils détestent le HLM, ce sont des Français bien français, et c'est-à-dire que peut-être que leurs parents sont venus il y a 2 ou 3 générations, mais enfin, ils se sentent très français. Et ils n'ont qu'un désir, sortir du HLM. Et pour sortir du HLM, qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'endettent jusqu'ici et ils s'achètent un pavillon dans un lotissement, 30, 40, 50 habitants. 50 familles qui leur ressemblent beaucoup. Imaginez qu'en plus, ils ont 2 enfants. D'un seul coup, il faut rembourser les dettes. Il faut acheter 2 voitures parce qu'une seule ne peut plus suffire. Dépenser donc beaucoup d'argent en essence. La République que vous évoquiez il y a un instant, elle n'est pas tellement loin, donc les Roms vont certainement, faute de gendarmes, venir les cambrioler, c'est du moins comme ça qu'ils voient les choses, etc., etc., je n'ai pas besoin de vous en dire plus. Au bout d'un moment, ces gens-là, s'ils n'avaient pas déjà l'intention de voter Front National avant, ils vont l'avoir. Ils vont d'autant plus l'avoir qu'ils vont avoir le sentiment que la République fait tout pour eux, c'est-à-dire les immigrés, ceux qui continuent à habiter le quartier HLM, et qui roulent en Mercedes, comme chacun sait, qui trafiquent la drogue, comme chacun sait, etc. Et donc, j'ai voulu juste prendre ce cas pour dire, attention, puisque nous avons une réflexion générale, nous ne devons pas nous contenter de ce qui marche. Nous devons aussi nous intéresser à ce qui ne marche pas. C'était ma première remarque. Alors, si je peux prolonger un tout petit peu cette remarque, en termes peut-être plus politiques, je crois aussi que nous devons savoir que ce qui se joue aujourd'hui, y compris en matière d'habitat, de logement, de politique urbaine, de politique de la ville, etc., tout ceci se joue sur fond, comme tout le monde le sent bien, de crise politique. C'est assez incroyable ce qui nous arrive. En 2008, on a vu débarquer la crise financière. Elle s'est transformée assez rapidement, une fois les institutions financières remises à flot, à part 1 ou 2 qui avaient été évacuées. Elle s'est transformée en crise des dettes souveraines, la Grèce, l'Espagne. Et puis, aujourd'hui, ça devient une crise qui est d'ailleurs avant tout européenne, qui est une crise économique et sociale, et surtout, dans un certain nombre de pays, une crise politique. C'est gravissime. Si vous regardez dans toute l'Europe, il est rare que les 2 grands partis, la gauche et la droite, il est rare qu'à eux 2, ils obtiennent la moitié des suffrages qui se sont exprimés oui, sur fond d'abstention parfois gigantesque.
Et donc, crise des systèmes politiques, et dans cette crise de système politique, crise de tout ce qui est en haut, c'est-à-dire distance croissante entre la société et les politiques, les journalistes, les intellectuels, etc. Et donc, dans cette crise, est-ce qu'il est possible de remettre en place du lien social de façon à ce que des politiques qui évitent justement, par exemple, le problème que j'ai évoqué du périurbain, se développent. Alors, je vous dis tout ceci pour dire, non pas que je sois sombre ou pessimiste, c'est pas ça, mais je crois que les défis qui sont les vôtres, me semble-t-il, professionnellement, mais aussi civilement ou civiquement, les défis qui sont les vôtres sont des défis qui opèrent dans une société qui, politiquement, va très mal. Et les jeunes aussi, on a vu que les jeunes, on le disait ce matin, mais sont allés très fortement voter pour le Front National. C'est aussi écoutez, un nouveau... C'est tous les jours autre chose. Hier, dans Le Monde, un de mes collègues sociologues, Louis Chauvel, expliquait que les jeunes générations sont bien moins traitées que les plus anciennes. Alors, il y va un peu fort tout à fait entre nous, mais enfin, quand même. On entend très souvent dire que les parents sont fous d'angoisse à l'idée que leurs enfants vivront moins bien qu'eux. Le chômage des jeunes, enfin, bien sûr. Et effectivement, un certain nombre de jeunes qui sont aussi dans une autre culture, et ça, c'est les choses plus positives. Ils sont dans une autre culture que la culture des vieilles élites, des vieux partis, etc. La culture Internet, la culture de l'immédiateté a ses avantages et ses inconvénients, mais c'est une autre façon de voir le monde. Et donc, dans ces conditions, quelles ont été les hypothèses que l'on a souvent essayé de mettre en avant pour répondre à ce genre de problème? Et j'essaie là maintenant de réfléchir aux problèmes de la ville, de l'habitat, du logement, etc. Eh bien, la principale réponse politique qui a été apportée, me semble-t-il, a consisté à dire tout ça, c'est la crise de la représentation politique. Et donc, il faut mettre en place autre chose, soit pour se substituer à la représentation politique, là, ça c'est les discours les plus radicaux, soit pour compléter. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il y a deux idées qui existent, qui circulent depuis plusieurs dizaines d'années, bien sûr. Deux idées. La première, c'est de dire on va faire de la démocratie participative et pas simplement de la démocratie représentative. C'est-à-dire créer les conditions du débat, de la participation, de sorte que les habitants sachent qu'ils ont leur mot à dire sur ce qui les concerne. Alors l'idée était venue, enfin en tout cas c'est comme ça que ça a été présenté très souvent, du Brésil, de Porto Alegre. Bon, et on entend régulièrement parler d'expériences de ce type. Encore ces jours-ci, Madame Hidalgo, la maire de Paris, a annoncé qu'elle ferait des efforts pour qu'une partie du budget soit gérée de manière, du budget de la ville de Paris, soit gérée de manière participative. Donc c'est bon, et c'est une idée qui était aussi très présente dans vous évoquiez tout à l'heure Ségolène Royal, c'est une idée qui était très présente dans la campagne politique de Ségolène Royal en 2007. Et puis l'autre façon, qui n'est pas très éloignée, d'essayer de changer les choses, c'est de faire de la démocratie délibérative, c'est-à-dire de créer les conditions du débat, pas forcément de la prise de décision, ça c'est la démocratie participative, non mais au moins du débat, on délibère, on réfléchit ensemble. Je vous en donne un exemple, on a beaucoup développé dans les années 2000 des expériences du genre états généraux, conférences citoyennes, etc. Ça ne débouche pas sur des décisions, mais si sur un problème ou sur un autre, vous mettez ensemble des experts, des gens, des politiques, et puis des honnêtes gens qui veulent simplement s'interroger, poser des questions, et que tout ce monde-là discute du problème, que les experts sont obligés d'aller le plus loin qu'il se peut dans l'énoncé de leurs certitudes ou de leurs doutes, etc. Bon, et que tout ceci soit bien tenu, bien organisé, ça peut donner des résultats intéressants. Alors voilà les principales réponses que j'ai observées à cette crise de la politique ou de la démocratie. J'ai le sentiment que ces réponses ont leurs limites, mais je ne vais pas continuer à être dans le pessimisme ou dans les images les plus sombres, mais elles veulent dire, ces réponses, que l'on cherche, que l'on réfléchit, qu'on essaie d'inventer d'autres choses que le fonctionnement habituel d'une représentation qui, me semble-t-il, donne l'image de l'épuisement au niveau national, peut-être moins au niveau local, mais parfois aussi au niveau local. Pour reprendre un petit peu, pour essayer de faire une espèce de salmigondis, je m'en excuse à propos des propos de Bernard Stiegler ce matin, il y a
La crise de la représentation politique, c'est aussi, c'est pas simplement tous les relais qui permettent aux politiques d'accéder aux habitants, aux citoyens, mais c'est aussi la crise d'un cadre dans lequel se déroule le jeu politique. Et qu'est-ce que ce cadre permet ou pas, et qu'est-ce qu'il prend aussi à sa propre liberté. Alors on peut considérer que l'individualisme, que l'on peut aussi appeler selon son choix aussi le consumérisme, tout ce qui a contribué à isoler les gens et à les faire finalement réfléchir sur une sphère immédiate, y est pour quelque chose, mais ce quelque chose-là, il est aussi fonction de cette perte de cadre. On peut demander aux habitants de s'impliquer dès lors qu'il y a aussi un cadre lisible dans lequel il y a une implication qui est possible. Et ensuite, chacun de son côté peut trouver des artifices pour essayer de raccrocher le wagon de l'autre, mais c'est dans le paysage global de ces différents acteurs, c'est peut-être ça qu'il faudrait aussi peut-être clarifier, au-delà de trouver des solutions. Est-ce que c'est pas aussi ce cadre-là de ces jeux d'acteurs, ce jeu, le terrain où se déroule la démocratie, où elle est vivante, au-delà des différents systèmes? Est-ce que c'est pas ça typiquement qui fait défaut aujourd'hui? Je vais vous faire une double réponse, si vous permettez, une réponse intellectuelle et une réponse politique. En termes politiques, tout d'abord, je pense que le cadre de notre existence a explosé. Dans le passé, c'était la nation, c'était l'État-nation. Alors il y avait la vie locale, la vie régionale, et au-dessus de tout ça, englobant tout ça, l'État-nation, et donc l'État-nation qui permettait des politiques, qui permettait d'organiser la vie collective, et puis ça redescendait ensuite. C'est comme ça que les gens percevaient les choses. Et puis aujourd'hui, nous savons tous très bien que nous devons penser, je vais le dire comme ça, à la manière d'un sociologue allemand qui s'appelle Ulrich Beck, nous devons penser de manière cosmopolite. Je ne dis pas forcément vivre, mais penser. C'est-à-dire que nous savons que ce qui affecte notre existence ici, là où nous sommes, ça peut être local, ça peut être régional, ça peut être national, mais ça peut être européen et ça peut être mondial. Que si une centrale nucléaire pète à Tchernobyl, ça va nous concerner. Que si des terroristes venus du Moyen-Orient font sauter des immeubles aux États-Unis, ça va nous concerner, etc. Et donc, nous avons le sentiment que nos repères se défont parce que nous devons penser à la fois globalement, européennement, si je puis dire, nationalement, etc. Et il n'y a pas ces cadres encore. Ces cadres sont encore en construction. Et on sent que tout ça, surtout que les vieux cadres vacillent, sont affaiblis, et nous avons peine à voir les nouveaux cadres, tout simplement parce qu'ils ne sont pas très présents. Que par exemple, le droit international, il faudrait mieux dire le droit global, il existe peut-être pour les grandes entreprises entre elles, même sûrement, mais est-ce que moi, citoyen, j'y ai accès? Non. La justice internationale, je ne la vois pas tellement. La régulation internationale de l'économie, elle m'échappe à bien des égards. La construction européenne, qui pourrait peut-être fixer ce cadre, j'ai le sentiment qu'elle est au service de forces qui nous dépassent tous. Des choses comme ça. Non. Donc ça, c'est le côté politique, si vous voulez. Nos repères classiques, ce sont des faits. Alors, ceux qui sont à leur aise dans tous ces changements, ça va pour eux. C'est-à-dire, par exemple, cette partie de la jeunesse qui bénéficie des bourses européennes, qui circulent dans toute l'Europe. Qui a les moyens de voyager dans les Qui voyage, qui est à son aise. On nous dit que beaucoup de jeunes Français courent le monde, vont à l'étranger, mais reviennent aussi. Bon, il n'y a pas de problème. Mais pour ceux qui ne bougent pas, ou qui ne peuvent pas bouger, qui voudraient bouger, qui voient à la télévision ou sur Internet, qui voient tout ça, mais ce n'est pas pour eux. Là, ça crée des problèmes et les repères commencent à vaciller. Tout ça, c'est plutôt politique. Et puis, je pense qu'il y a un autre problème, qui est que les cadres intellectuels font défaut. C'est-à-dire que nous n'avons pas forcément les catégories, les mots pour bien penser et pour bien dire le monde dans lequel nous vivons. Je vous en donne un exemple. Il y a 50 ans, quand moi j'ai fait mes premiers pas dans les sciences sociales et que je m'intéressais un peu à la politique, il y avait un mot qui semblait expliquer beaucoup de choses. Exploitation. Alors, il y avait les exploités, les exploiteurs et tout ce qu'on voudrait. Et dans ma génération, on était très nombreux à être marxistes, etc. Très bien. Mais aujourd'hui, on sent très bien que les formes de la domination, de l'aliénation, du sentiment de ne pas pouvoir être soi-même complètement, c'est pas seulement, ni peut-être même principalement, l'exploitation. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on se sente dominé, subordonné à d'autres, ou à des choses qui nous échappent?
faut trouver les bons mots pour dire ça. Alors, on est exclu, on est précarisé, ça suffit pas. On est aliéné, c'est un vieux mot. Je prends cet exemple. Je donne un deuxième exemple. Regardez le nombre de mots qui sont utilisés avec devant les 4 lettres post. Alors moi, je parle dans mon jargon, évidemment, mais les sociologues n'arrêtent pas de parler de post-nationalisme, post-industriel, post-républicain, etc., post-colonial, etc. Ça veut dire qu'on ne sait pas nommer les choses. Et donc, je crois qu'il y a aussi un problème intellectuel qui est que nous ne savons pas... Et c'est très grave, parce que quand on ne sait pas soi-même nommer les choses, alors on emprunte à d'autres un vocabulaire qui n'est peut-être pas le bon. Je vous en donne juste un exemple, puis j'arrête ensuite. J'étais ce matin à un débat, peu importe, et on évoquait le fait que Marine Le Pen veut dédiaboliser le Front National. Ça, c'est le vocabulaire de Marine Le Pen. Mais du coup, dans le débat public, on fait comme si c'était une catégorie assez objective. La dédiabolisation, vous voyez, on emprunte à un acteur son vocabulaire, et ça devient le vocabulaire qui va rendre compte de ce qui se passe. Bon, donc voilà, je trouve qu'on devrait réfléchir davantage aux mots dont nous avons besoin pour rendre compte du monde dans lequel nous vivons. On avait eu le même souci de mots lors des, vous vous rappelez, des événements ou des émeutes urbaines en 2005. Il y avait eu, là aussi, une grande bataille sémantique sur comment nommer les choses. Il avait fallu plusieurs jours, je me rappelle très bien, pour que chacun redescende de son emballement et qu'on arrive à nommer les choses pour ce qu'elles étaient. Merci Michel Vieux-Vorka pour cette première analyse. Emmanuel Accardi, alors c'est un petit peu difficile d'atterrir là, pas forcément sur les problématiques de l'ADEME, en tout cas sur les champs de compétences et les intérêts de l'ADEME, mais quand vous entendez ce que vient de dire Michel Vieux-Vorka, plus en tant que citoyen, comment vous réagissez à cette fracture qu'a décrit Michel Vieux-Vorka et aux grandes missions de l'ADEME qui est finalement d'essayer de conseiller chacun dans la création et le développement d'un cadre de vie et durable, en tout cas respectueux du monde que l'on va laisser à nos enfants, puisque c'est ça qui a quand même fondé toutes ces politiques énergétiques, au-delà des grands choix énergétiques nationaux. Alors peut-être pour commencer, dire l'axe fort, un des axes forts de la transition énergétique, qui est la loi qui est en préparation aujourd'hui, qui fait du fait que mon président ne soit pas là aujourd'hui, puisqu'il est vraiment sur les arbitrages pour préparer cette loi et la présenter très rapidement dans quelques jours, dans les jours qui viennent, c'est un des piliers de cette transition énergétique, c'est la rénovation des bâtiments. Et les acteurs principaux de ce plan de rénovation, ce sont les habitants eux-mêmes, c'est-à-dire que les acteurs et les financeurs. Les acteurs et les financeurs, enfin les financeurs en partie, mais on va bien sûr les aider. Rien ne se fera si les habitants ne sont pas convaincus acteurs de ce dispositif, parce que évidemment l'énergie, je dirais, vient en concurrence avec des tas d'autres sujets ou postes de dépenses dans un contexte où, vous l'avez dit, le coût de l'énergie a augmenté, où l'étalement urbain et les nouveaux modes de vie, le fait qu'on se déplace de plus en plus, on en parlait ce matin, la mobilité qui est une des caractéristiques des modes de vie aujourd'hui, a fait qu'on est très dépendant de cette énergie, et donc effectivement il y a un certain nombre de conflits, d'arbitrage à faire. Donc comment faire pour que les habitants soient intéressés à cette rénovation énergétique qui par ailleurs pose une question de son financement sur une durée assez longue. Donc voilà, ça c'est un peu l'objet du conseil, l'enjeu du conseil, mais ça va bien sûr bien au-delà du conseil. Il faut conseiller, informer, accompagner. Donc accompagner, ça veut dire clairement, ça va jusqu'à donner des outils techniques et financiers, aller savoir décrocher les financements, etc. C'est pour ça que le plan de rénovation énergétique est fondé sur un certain nombre de dispositifs. En gros, je dirais il y a 3 niveaux. Et ces 3 niveaux intéressent fortement et l'ADEME et le réseau des CAUE, et c'est bien pour ça que c'est un peu l'objet de notre collaboration à venir. Le premier niveau, c'est l'espace Info-Énergie, c'est-à-dire c'est le premier conseil. C'est le conseil donc gratuit, neutre, que délivrent les espaces Info-Énergie financés par l'ADEME, et donc une quinzaine de CAUE sont aujourd'hui labellisés EIE, donc ils délivrent ce conseil, avec l'intérêt, moi j'y vois... Vous en cherchez d'autres? Parce qu'on peut peut-être lancer des candidats. On peut, s'il y en a entre 15 et 92, je crois qu'il y a 92 CAUE, il y a un peu de marge, mais en tout cas j'ai compris que même ceux qui ne sont pas EIE labellisés vont vers ce sujet de l'énergie, et j'ai compris que la transition énergétique c'était bien un des axes de travail, de réflexion pour les CAUE pour demain. Donc le premier sujet c'est le conseil. Donc là, les gens viennent dans ces espaces, donc il faut être plus visible, plus lisible, il faut susciter la démarche.
Le deuxième niveau, c'est quelque chose de nouveau qui se met en place dans le cadre du plan énergétique. C'est des plateformes locales de rénovation. Donc là, c'est beaucoup plus, on va un peu plus loin. C'est pas simplement du conseil. Là, on va commencer à monter des dossiers, à donner des clés, des billes sur les aspects techniques et financiers. Donc là-dessus, évidemment, les CAU ont toute leur place à jouer. Et je dirais même au-delà des CAUE, tous les métiers de la construction et de l'aménagement ont leur rôle à jouer. Et puis le troisième niveau, c'est la maîtrise d'œuvre. C'est un enjeu qui est, je crois, fort, c'est de rendre la maîtrise d'œuvre plus visible là aussi pour le grand public, plus utilisée. Aujourd'hui, la maîtrise d'œuvre reste quand même beaucoup encore sur des grands chantiers, etc. Et là, c'est comment faire pour que la maîtrise d'œuvre soit, que le grand public ait davantage recours à de la maîtrise d'œuvre, y compris pour des travaux, voilà, de rénovation en général énergétique. Alors, on peut imaginer que la rénovation énergétique soit le prétexte pour faire autre chose, ou que, à l'occasion d'une volonté de rénover le logement, on se pose la question de l'énergie. Moi, je crois que ce qui est intéressant dans le rapprochement actuellement entre l'ADEME et les réseaux des CAUE, c'est de faire de l'énergie un des sujets parmi d'autres, mais justement qu'il y a la complémentarité entre l'énergie, bon, qui est notre sujet à l'ADEME, et puis tous les autres sujets qui sont ceux des CAUE, c'est-à-dire la qualité, la qualité d'usage, le confort, le cadre de vie, etc. Donc ça permet de démultiplier un petit peu la façon dont on touche les personnes, hein, de trouver d'autres moyens de les toucher, parce que il faut bien dire ce qui est, hein, ça m'ennuie de le dire en tant qu'ADEME, mais l'énergie, c'est pas la préoccupation première des gens. On ne séduit pas on séduit difficilement un ménage pour lui faire des travaux en disant bah oui, le prix de l'énergie va augmenter, allez-y, investissez sur des choses quand même un peu hypothétiques, un peu incertaines. C'est quand même beaucoup plus vendeur de dire occupez-vous de votre cadre de vie, refaites votre cuisine. Voilà. J'en suis pas persuadé, parce que en termes, justement, j'allais venir là-dessus, mais quand on parle d'énergie, il est quand même, lorsqu'on s'adresse aux habitants, on peut très vite leur expliquer que regardez cette belle chaudière à double compensation et je ne sais quoi, de marque allemande, qui est vraiment, c'est vraiment du très très bon matériel, hein, je vous l'assure. Voilà, cette belle chaudière va vous permettre d'économiser de temps. Donc du coup, voilà, vous investissez dans l'énergétique, si je puis dire, et du coup, donc ça c'est une entrée très visible. Hein. La chaudière, elle coûte un peu plus cher, mais derrière j'aurai des charges moins importantes. Donc finalement, c'est ça le bon choix. Mais après, on ne parle pas de qualité architecturale. Tout l'enjeu, quand même, là-dedans, vous connaissez les critiques, hein, elles sont nombreuses, de ceux qui, aujourd'hui, théorisent et font du conseil en développement durable. Je pense notamment à Franck Boutet, qui a pas mal écrit là-dessus. Mais vous connaissez les critiques de l'approche énergétique, que ce soit du logement ou de la ville. On est sur des considérations techniques et on n'a pas cette notion de qualité, on n'a pas cette notion de lien social, on n'a pas cette notion, tout ce qui fait finalement que l'habitat est l'habitat, parce que c'est pas simplement une machine où on habite et où il fait bon, mais c'est une machine en même temps où on est en contact avec les autres et on est en contact avec un environnement. Et du coup, ce double sujet qui complexifie votre tâche presque, hein, je veux dire, et de ce point de vue-là, peut-être que le partenariat avec les CAUE peut arriver à construire un discours qui ne soit plus simplement à la fois d'un côté qualité architecturale et d'un autre côté énergétique. Excusez-moi pour les CAUE, je sais que vous traitez les deux sujets, mais dire, si on prend une approche vraiment très, très macro, on avait des acteurs qui étaient positionnés de part et d'autre de la barrière. Là, vraiment, l'enjeu, c'est d'arriver à franchir l'obstacle ensemble, en tenant un seul et même discours. Il n'y a pas une dose de complexité là-dedans? Oui. De plus en plus, on prend conscience que le technologique ne peut pas tout et que les comportements sont évidemment une grande partie du gain. Hein. Le meilleur équipement qui soit, vous parlez d'une chaudière par exemple, si tant est que ce soit l'équipement approprié, encore faut-il que ce soit le cas, si vous l'utilisez mal et si vous faites pas les bons gestes, ça ne vaut rien, c'est même contre-productif et ça discrédite en général l'équipement en question. Ça a été le cas pour certaines filières, certains équipements par le passé. Donc l'idée, encore une fois, pour dire que l'habitant est au cœur du dispositif, c'est bien de l'accompagner aussi, non seulement sur l'acquisition, sur la programmation de travaux et sur des sujets techniques, mais évidemment sur des sujets comportementaux, des modes de vie, sur le fait de ventiler. Évidemment qu'on a des bâtiments aujourd'hui de plus en plus étanches, mais il faut ventiler, etc. Enfin, un certain nombre de choses. Donc là aussi, il y a bien une complémentarité à trouver, je pense, dans le rapprochement entre les CAUE et l'ADEME. Donc ces aspects sociétaux sur les modes de vie, nous, c'est une préoccupation qu'on a de plus en plus. Ce matin, là aussi, j'entendais le technologique, etc. On est dans une approche très techno quand on est sur les sujets environnementaux, hein, évidemment. C'est comme ça que ça a beaucoup communiqué aussi. Hein. Absolument. C'était quand même économiser de l'énergie. Absolument. C'était pas forcément le bien-être. Alors, on a eu la phase où c'était la culpabilisation, culpabilisation des habitants. Attention, vous avez un mode de vie qui est pas durable. Ensuite, regardez comment on peut faire pour dépenser moins d'énergie. Exactement. Mais finalement, on n'a pas pris le problème dès le départ en disant
on peut créer un meilleur cadre de vie pour tous? Je crois que c'est par phase. On était effectivement sur l'aspect, les enjeux planétaires, puisque tout ça, on est au départ sur des enjeux climatiques. On parlait de crise à l'instant. Il y a aussi la crise planétaire, climatique, environnementale, tout ce que vous voulez. Ensuite, on était effectivement plus de façon pragmatique en disant faites ces économies d'abord pour vous, et puis je crois que là il faut passer peut-être à une phase un peu plus justement collaborative en disant vous êtes acteur du système. Aujourd'hui on va voir se développer des compteurs dits intelligents. Alors que ce soit dans le cas de l'électricité ou du gaz, on va avoir des compteurs avec des informations en temps réel, des consommations. Je crois qu'on va arriver à du consommateur intelligent, du consommateur actif, où justement la frontière entre consommateur et producteur va avoir tendance à s'estomper, parce que finalement je vais avoir l'information en temps réel de ce que je fais, de ce que je consomme, et du coup je vais prendre conscience de ce que je fais en fait, de ce que je ne fais pas, et du coup ça va amener beaucoup plus le consommateur à être avisé, intelligent, à changer. Il y a un autre aspect, les nouvelles technologies aussi, on en parlait, vont rendre l'usager, l'habitant, éventuellement acteur, offreur de solutions. C'est déjà le cas dans les transports. Aujourd'hui, avec un smartphone, vous pouvez offrir une place de voiture. Donc je dirais que vous êtes consommateur et en même temps vous êtes producteur. Bon, pour le bâtiment, c'est encore un peu compliqué à imaginer, encore que aujourd'hui on voit bien se développer dans le cadre de l'économie collaborative, un petit peu, on met à disposition une pièce ou un appartement. Bon, enfin, on voit bien que cette logique consommateur-producteur est en train de s'inverser. En tout cas, c'est bien l'habitant qui est au cœur de la transition énergétique. Je reviens un petit peu à mon idée. Et donc tout l'enjeu, c'est de le conseiller et de lui faire prendre conscience de cet état de fait et du fait qu'il joue un rôle essentiel et central, évidemment avec les collectivités, avec tous les acteurs, ceux qui offrent les solutions, les entreprises, etc., et ceux qui réalisent les travaux, mais il joue un rôle central dans cette transition énergétique. Joël Beaugrasset, vous êtes conseiller général du canton de Bouèges en Haute-Savoie. L'enjeu de parler, d'intéresser, éventuellement de former aussi les habitants à un regard différent sur leur environnement, est-ce que ça vous semble, est-ce que c'est l'enjeu essentiel? Parce que tout à l'heure, on a dit, on l'a pas, c'était très rapidement dit, mais à la question par qui il faut commencer, quelqu'un a répondu, il faut commencer par les élus, parce que finalement, c'est les élus avant, et les élus travaillaient pas sur l'urbanisme, la décentralisation arrive, et on se retrouve avec des élus qui doivent décider de choses concernant l'architecture et la ville, mais ils sont pas formés pour. Donc finalement, il fallait commencer par former les élus, et ensuite les élus, il faut former les habitants, alors les services techniques bien sûr des mairies éventuellement, et puis les habitants. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette hiérarchie de il faut former qui avant, et vous en tant qu'élu et utilisateur aussi de CAUE et bon connaisseur, l'enjeu de la formation, ou en tout cas du dialogue avec les habitants, vous le placez où? D'abord, dans un premier temps, pour ma part, j'avais du mal avec la notion de démocratie participative, parce qu'il est vrai qu'on peut toujours avoir des doutes sur la façon dont on a l'échantillon représentatif de la population, ce qui veut dire que pour certaines personnes se trouvent les grades suffisants pour représenter la population, et quelquefois vous avez les plus bruyants, ceux qui reviennent à la charge en permanence, qui vont user quelque part à la fois soit vos services ou vous-même sur des thèmes qui soit forcément... Soit les deux. Voilà. Et ce qui veut dire que pour ma part, j'avais quand même pas mal de doutes sur la question de la démocratie participative. Il est vrai que avec le temps et les moyens dont on dispose aujourd'hui pour aller à la rencontre de la population, c'est-à-dire pas à la rencontre des plus bruyants et des plus récalcitrants, mais vraiment vers ceux qui sont des Français du quotidien, et pour cela leur poser les questions franchement et faire en sorte que derrière on ait un vrai retour. Ça nous permet effectivement de faire un aménagement qui semble mieux correspondre aux attentes des habitants. J'avais deux exemples. Le premier, c'est sur le quartier de la Jonchère, c'est donc sur Thonon-les-Bains, une ville en bord de lac, et donc avec une partie urbaine, avec du vrai urbain, et à un certain moment, la mairie avait décidé avec le bailleur social de supprimer une tour, donc une manière très radicale. Et l'idée très radicale, en déposant des affiches et en disant aux gens, voilà, ça y est, on va débarrasser les clapiers à lapins, on enlève les lapins et on casse la cage et c'est terminé. Donc globalement, la population a eu un petit peu quand même de mal à accepter cette façon de travailler, ce qui veut dire que, je vous le dis en brut, ce qui fait que ça évite qu'on rentre en somnolence, et
ça peut peut-être vous éveiller l'esprit, ma façon de parler. Mais l'idée, c'est de se dire, voilà, on a un quotidien, on a des gens qui vivent, selon tout à l'heure l'orateur, le lecteur, qui nous disait que en croisant les yeux, on arrive à voir le bout de son nez, ou en regardant un petit peu en haut, en bas, on s'aperçoit aussi qu'on ne voit pas forcément derrière. Donc c'est vrai que dans cette routine de l'habitant, comment est-ce que, par exemple, le CAUE de la Haute-Savoie peut intervenir? Et donc c'est ce qui s'est passé. Le CAUE est arrivé et a pu apporter à... Là, c'était la routine de la collectivité locale. Hein, Pardon? Là, c'est pas la routine des habitants, c'est la routine de la collectivité locale qui communique par voie d'affichage. Ouais. Hein, voilà, exactement. Mais le CAUE est arrivé et a vraiment mis en place cette concertation avec un objectif très simple, c'était d'écouter les habitants et de comprendre à la fois les conflits d'usage qu'il peut y avoir sur le secteur, les différentes problématiques selon les classes d'âge, les besoins des uns et des autres, et faire en sorte que y ait de la place pour les jeunes couples avec leurs petits-enfants, qu'il y ait de la place aussi pour les plus grands enfants, mais qui n'aient pas peur des encore plus grands, pour ceux qui peuvent commencer à traîner un peu à l'extérieur, on le dira, et puis l'intergénérationnel, les circulations principales entre les véhicules à moteur ou bien tout ce qui est cyclable et autres. Donc cette idée de travailler en concertation, donc là vous avez une belle photo d'archives, hein. Donc c'est bien un travail architectural. Quand on parlait de qualité architecturale, l'architecte sur ce territoire-là, qui était un territoire agricole, a dessiné l'agrandissement de cette ville. Et puis on avait un besoin de renouvellement urbain. C'est typiquement ce qui s'est passé. Et là, je pense que la concertation a porté ses fruits. Sur d'autres... Alors c'est de la concertation ou de l'expression de besoin? C'était... oui, c'est de l'expression de besoin, mais enfin c'est quand même de la concertation, ou alors vous jouez sur les mots non, parce que de manière très... Pas du tout. Faire exprimer des besoins, c'est rentrer ces données dans un processus de projet, puisque les besoins vont théoriquement aller informer un programme. Disons que si vous voulez, le projet il était là, c'est-à-dire que la tour on la supprimait, ça faisait à la fois une entrée de lumière, un peu d'espace, mais en même temps ça va pas se résoudre à ça. C'est comment est-ce qu'on peut aider aussi l'aménageur en prenant en compte les besoins des populations sur place, que cet espace libéré plus d'autres espaces qui ont été identifiés lors de la concertation puissent permettre un vrai aménagement et où les gens ont envie de continuer à vivre et pas envie de penser à la campagne périphérique et puis de se dire un jour, vite, je vais partir pour aller m'acheter mon petit lopin de terre avec ma maison dans le lotissement. Enfin, cela dit... Personnellement, je n'ai jamais habité là-bas, donc je ne peux pas vous dire comment était le cadre avant ou après, puisque moi, je suis agriculteur et je vis en plein milieu rural, au milieu des vaches. Donc c'est vrai que j'ai quand même une difficulté à porter ce message-là. Mais enfin, cela dit, quand on est élu au CAUE, on est un élu ras des villes, ras des champs. Donc voilà, je le suis aujourd'hui. Vous ne faites pas de différence, comme certains dans la salle. Hein. Mais j'essaye de ne pas en faire, mais... je rigole. Je vous ai quand même parlé du milieu rural, comme ça... C'est bon, voilà. Très bien. Alors, ensuite, continuez. Champfleury, donc ça revient aussi à mes valeurs agricoles, puisque Champfleury, c'était en fait c'est une commune rurale qui était en périphérie d'Annecy. Annecy également cité lacustre. Et Champfleury, l'architecte a déposé aussi des bâtiments, mais en respectant le paysage. Ça, c'est un territoire qui était agricole et qui a progressivement été colonisé. Alors j'en profite de faire la parenthèse, restons là. Revenons les deux photos précédentes, puisque vous regardez ceci. C'était simplement sur les problématiques de connexion entre l'espace vierge, agricole, espace naturel, on l'appellera comme on voudra, les transitions. Et puis cet habitat pavillonnaire qui, dans certains territoires, est complètement cloisonné. Donc les habitants ont décidé de se faire des murs en végétaux, voilà, soit bien compacts, bien serrés, ou alors pour certains autres différents. Et là aussi, le CAUE intervient pour aider à la fois les collectivités locales, parce que souvent aussi un maire, le soir de son élection, même s'il a investi d'un certain nombre de pouvoirs, il n'a pas forcément le discernement et l'œil pour voir tout, à la fois les défauts et les qualités de son territoire. Et donc le CAUE était là pour faire une lecture appropriée du site, et en se disant, voilà les problématiques que vous avez sur votre territoire, notamment les problématiques de haies, et comment est-ce que vous faites des connexions entre les gens, parce qu'on parle aussi du vivre ensemble. Alors là, je peux vous dire que vivre ensemble derrière sa haie, c'est vrai que c'est assez compliqué. Surtout quand le ballon du gamin passe de l'autre côté, enfin bon, et puis tout le reste. Et que c'est la 3e fois dans la journée. Voilà, c'est pas rien. Donc l'idée aussi du CAUE, c'est de travailler à faire en sorte que l'on
propose une autre façon de faire de la haie, une autre façon de faire quand même de la séparation pour peut-être matérialiser les choses, mais que l'on ait quand même des connexions. Et sur d'autres territoires, j'avais remarqué que sur une station de sport d'hiver, pour la citer le Grand Bornand, une élue de Lyon me disait, mais c'est incroyable cette connexion directe que vous avez entre l'habitat et l'espace. Parce qu'en fait, il y a autant de vaches qu'il y a d'habitants là-haut. Et la terre agricole étant très prisée, l'entretien se fait jusqu'auprès des maisons. Eh bien, vous avez cette connexion directe. Vous avez vraiment l'impression d'habiter au cœur de la nature. Et je pense que ça, c'est aussi pour la question du bien-être et du bien chez soi, et pour être une force sur un territoire. Je pense que ça joue aussi sur la mentalité ou la façon d'être des habitants sur le territoire. Donc la dernière photo, c'était la dernière présentation, c'était pour revenir à de l'urbain, Champfleury, également une problématique. Construction il y a une quarantaine d'années de plus de 400 logements, et à ce lieu, eh bien dans ce lieu-là, il y avait un certain nombre d'arbres qui existaient, donc on a maintenu la nature existante, mais la façon de vivre a beaucoup évolué, et cette façon de vivre aujourd'hui était remise en cause par des questionnements. Il y avait des petits heurts dans ce lieu. Et l'objectif était de faire en sorte de mettre en place une concertation. Donc du coup, un sociologue est intervenu, accompagnant à London, oui. Et le sociologue a fait un bon travail de concertation avec, bien sûr, la compétence du CAUE et la volonté féroce de la mairie d'arriver à continuer à faire en sorte que ce Champfleury puisse toujours être la possession de ses habitants sur ce territoire. Et ça y est, les premiers les appels d'offres pour les nouveaux aménagements sont en cours. Donc voilà, en même temps, l'idée, c'est pas uniquement d'avoir discuté autour d'une table et puis d'avoir palabré et se dire on est content, on a fait la concertation, mais là, la traduction, elle se fait. J'en profite, étant donné que je suis au Savoyard, pour vous dire que de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire sur la Suisse, principalement, nous avons un regard sur Genève. Il y a d'autres moyens de concertation, parce que les Suisses n'ont pas beaucoup l'habitude de faire de la démocratie participative en direct, en dialogue, en discussion, mais eux, c'est plutôt des votations. Et le terme de la votation, pour eux, est une manière d'expression. Nous avons également en Valle d'Aoste, donc en Italie, la première région autonome qui est juste en périphérie de la Haute-Savoie, qui jouxte le Mont-Blanc. Là également, peu de démocratie participative de cette manière-là, et quand on leur explique notre façon de travailler, sont beaucoup en questionnement, en se disant nous, tout vient de la région autonome qui nous amène les choses, et on accepte telles que les choses viennent, mais il n'y a pas de remise en cause ou de discussion ou de débat. Voilà, donc je pense qu'on a quand même une petite longueur d'avance sur nos voisins, et que c'est très bien. Je trouve que c'est positif quand même pour les territoires, alors que je n'étais pas inconvaincu au départ. Merci, monsieur, pour votre intervention, Joël Beaugrasset. Élodie Vouillon, vous êtes directrice du CAUE de la Gironde. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée qu'il faut, pour accéder aux habitants, alors que ce soit pour les informer, pour les former, pour les sensibiliser, ou au contraire aussi pour identifier leurs besoins, pour faire remonter ce qu'ils disent, Je sais qu'à Bordeaux, je crois aussi que la ville de Bordeaux a fait toute une opération pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'attendaient les ménages qui étaient partis en périurbain pour revenir, à quelles conditions ils pourraient revenir dans Bordeaux, et aussi quel était l'attrait aussi de l'échoppe, pourquoi les gens aimaient autant les échoppes. Donc ils ont essayé de comprendre vraiment les besoins et les usages des gens. Mais pour arriver aux habitants, est-ce qu'il faut d'abord s'appuyer sur des élus, c'est-à-dire est-ce qu'il faut d'abord convaincre les élus, est-ce que c'est ça, est-ce que vous identifiez aussi vous ce chemin-là, c'est compliqué de faire sans l'élu? Effectivement, je voudrais juste, avant de répondre, dire que depuis ce matin, j'ai entendu les débats, on vient d'en discuter, alors j'entends crise de la représentation politique, défiance, éloignement, habitants, collectivités. Alors effectivement, on vit dans un monde qui se complexifie, mais moi je voudrais vraiment porter un message positif, vraiment de par mon expérience au CAUE et avant. Et je pense que cette complexité, en fait, il faut l'envisager comme un vivier. Voilà, c'est de nouveaux chantiers, et c'est à nous de nous saisir de ces nouvelles opportunités. Les crises et les situations complexes sont autant de situations à inventer. Voilà. Donc la question des élus, je vais l'aborder tout naturellement, puisque alors comment toucher les habitants, c'est toujours la question des habitants via les élus. Est-ce que c'est un passage obligé? Voilà. Alors je vais répondre que oui, oui en partie. C'est une des conditions.
Pour les toucher, ces habitants, il y a plusieurs moyens. Vous les connaissez. Le premier degré, c'est ce qu'on appelle souvent la sensibilisation dite classique, que tous les CAUE utilisent. On fait des expositions, on produit des ouvrages, on fait des soirées débats, des ciné-débats, etc. On a nos permanences, ça a été abordé dans le petit film, où on a l'occasion d'avoir un lien privilégié avec le grand public, les habitants. Les particuliers qui se font construire une maison, qui viennent demander conseil. On rentre dans leur projet de vie, donc dans leur intérêt. Donc ça, c'est le premier degré. Bon, mais pour l'instant, on ne parle pas vraiment de participation. Le deuxième, qu'on appelle, avec une implication, je dirais modérée, la participation, qui a été évoquée ce matin, voire concertation. Les CAU aussi y participent, mais c'est vrai qu'on a souvent cette image de la participation octroyée d'en haut, un petit peu, qui est descendante, avec un dispositif quelque peu enfermant. Et on a bien vu que le risque, c'est qu'on ne voit pas qu'il y ait des invisibles, des absents du débat, même si à Bordeaux, il y a les cafés de la controverse, même si on essaie de développer tout un tas d'actions. De lieux de débat. Et alors, je voudrais parler justement d'un autre degré, d'un autre niveau, et qui est celui que nous devons saisir. Et là, on va croiser la collectivité inévitablement. Pourquoi ne pas changer de regard et puis inverser la dynamique, c'est-à-dire plutôt que de faire du haut en bas, pourquoi pas aller à la rencontre de leurs initiatives, les initiatives des habitants, leurs envies et leurs comportements. Parce que de nombreux CAUE se sont emparés de ces thématiques, on va le voir. Ce n'est pas seulement, pour moi, participer, ce n'est pas seulement convoquer les habitants à l'élaboration de projets de collectivité, leur demander leur avis. Parce que ce terme participation, on a vu, est insuffisant. On participe à quelque chose de déjà défini par quelqu'un d'autre. Moi, j'aurais envie de parler, au-delà même de l'habitant contributeur, je crois qu'il faut aller plus loin, l'habitant au cœur. Et donc, des exemples concrets. Plusieurs CAUE pourront en témoigner. Le thème de la division parcellaire. Là, on est bien au cœur d'un habitant qui construit sur sa parcelle, qui est dans son projet de vie, c'est l'habitant, on va dire, sur sa propre parcelle. Un autre exemple, l'habitat participatif. On l'a évoqué, c'est l'habitant, là, pour le coup, avec d'autres habitants. On rentre dans le projet collectif. Et là, on a des initiatives d'habitants, de collectivités, de bailleurs. On commence à croiser les acteurs. Donc ça, c'est par exemple une troisième voie de production de logements entre l'individuel et le collectif. Encore deux exemples, l'habitat évolutif, inspiré des pays du Nord, les tiers-lieux, enfin je pourrais en citer bien d'autres, l'objet du débat n'est pas de rentrer dans le détail. Alors si on fait le bilan, qu'est-ce qu'il y a de commun à tout ça ? Pour moi, c'est que le préalable, c'est que ça doit être porté par les collectivités, tous ces projets-là, même si on les identifie, même si on constate que la division parcellaire, c'est un permis sur 4 dans une commune, un permis sur 3, et dans le milieu rural, je tiens à le préciser. Ça ne peut pas marcher s'il n'y a pas de l'interventionnisme à un moment, soit lors de la collectivité, c'est soit sur le foncier, une aide, un portage, une cession, etc., soit sur l'adaptation des réglementations, soit sur donner du crédit au projet. Voilà. Donc tous ces projets dont on vient de parler sont au cœur. Projets individuels et collectifs. Et pour moi, ils sont les moyens d'une construction intelligente et efficiente. Voilà. Donc, pour moi, oui, sans les élus, je trouve que c'est le point de départ pour pouvoir construire ensemble. Alors, je prêche pour ma paroisse, bien sûr, mais je pense qu'il faut être honnête. Comprendre et accompagner des individus, pour moi, c'est la seule condition de recréer de l'intérêt public. C'est d'aller vers eux, arrêter d'aller les chercher juste quand on a besoin. Donc moi, j'allais dire, les CAUE, emparons-nous de ce sujet, saisissons-nous de ce sujet, c'est notre atout. Sans jeu de mots, c'est notre intérêt. Voilà. Au fur et à mesure que chacun vous avait parlé, finalement, je re-réalisais que la relation entre l'habitant et celui qui va créer son espace de vie, à savoir l'architecte, elle n'a jamais été aussi distendue qu'aujourd'hui. Avant, on avait quand même un rapport
un peu plus directe. Alors avant, il ne s'agit pas de remonter, mais on est aujourd'hui, enfin l'architecte, dans la chaîne de production de l'architecture, aujourd'hui, il est très très peu en contact avec le public. Hein. C'est celui qui a une maison, qui veut faire construire sa maison individuelle, qui va aller voir un architecte, mais ils sont très rares, ceux qui font la démarche d'aller voir un architecte. Beaucoup vont acheter des maisons sur catalogue de promoteurs et tout ça. Donc on a une relation, tout le discours, tout ce qui aurait pu être entretenu de génération en génération, entre comment on conçoit, comment on pense sa maison, comment on pense son cadre de vie à l'occasion de la construction de sa maison, a complètement disparu. Et quand je parle de cadre dans lequel chacun peut discuter, chacun peut échanger, et on peut échanger à la fois ses besoins, ses contraintes, c'est peut-être ça aussi que vous êtes en train de reconstruire via les élus, Élodie, c'est-à-dire recréer un cadre de discussion pour rapprocher à la fois ceux qui vont utiliser les espaces urbains et ruraux et domestiques et ceux qui vont les penser. Est-ce que c'est pas ça aussi dont on souffre aujourd'hui en France spécifiquement? On l'a dit ce matin, manque de culture architecturale et urbaine, une relation à l'architecte des particuliers, à l'architecte professionnel qui est très 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 faible par rapport à d'autres pays européens où il y a beaucoup plus d'architectes pour moins d'habitants et où les gens, dès qu'il s'agit de faire quelque chose dans la maison, vont voir un architecte, ils n'essaient pas de le faire eux-mêmes. Là, aujourd'hui, nous, on a des approches qui sont quand même très différentes. Est-ce que c'est pas finalement tout ce cadre de discussion-là qu'il faudrait retisser? Alors, il faudrait qu'on remonte dans l'histoire, il ne s'agit pas de remonter non plus très très loin, mais les architectes ont perdu ce contact avec la population. Et c'est peut-être déjà le premier contact qui permet de se raconter et qui permet aussi de raconter l'endroit et l'histoire de l'endroit où on vit. Je ne sais pas qui veut prendre le micro. Je ferai juste, moi, une comparaison historique. Quand je suis arrivé ici, à 2h, j'ai croisé quelqu'un qui est dans la salle maintenant. On a commencé à bavarder, on était un petit peu en avance. Et on a évoqué le début des années 70. Et il se trouve que j'ai bien connu cette époque. Je faisais mes premiers pas comme sociologue. Et je me suis souvenu, en discutant comme ça, qu'au début des années 70, les architectes, les urbanistes, les élus, la haute fonction administrative, les promoteurs immobiliers, les politiques, les psychanalystes, je pourrais continuer, tout ce monde-là a passé son temps à discuter ensemble. Il y avait énormément de sentiments qu'on était tous concernés par les mêmes problèmes. C'était un mouvement très puissant. Il y avait des partis politiques, notamment à gauche, qui initiaient, enfin qui encourageaient. Oui, mais il y avait aussi, très franchement, moi je me souviens que, évidemment, le côté contestataire, le côté gauche, etc., le Parti communiste, Henri Lefebvre, Manuel Castells, tous les gens-là, et puis le Parti communiste était puissant, il faut aussi rappeler tout ça. Mais il y avait ce sentiment on était tous pris dans le même mouvement, si je peux dire. Et il y avait des gens de droite, parce que c'était pas une question uniquement de gauche. Et moi, ce qui me frappe aujourd'hui, pour aller dans votre sens, c'est que les eaux se sont beaucoup séparées. Que cette société se dissocie, enfin les groupes, y compris professionnels, se dissocient les uns des autres. Et donc, d'une certaine façon, je suis très content d'être ici aujourd'hui, parce qu'après tout, on discute à partir de points de vue assez diversifiés. Et donc voilà, je crois qu'il y a un problème. Vous avez raison, mais je ne le limiterai pas aux seuls architectes. Je crois qu'il y a dans cette société un problème de... Chacun est dans sa niche, chacun est très compétent dans sa niche, bien plus qu'avant, mais la capacité de monter en généralité, intérêt public, c'est bien ce que ça veut dire, cette capacité, il faut la retrouver ou la faire revivre. Et c'est vrai, je termine là-dessus, que c'est plutôt par le bas que ça peut se faire que par le haut, par les initiatives dont vous avez parlé, que par des grands changements, des grandes réformes venues d'en haut. C'est en tout cas mon sentiment. Merci Michel Vieux-Orca. Emmanuel Accardi, rapidement. Oui, sur ce sujet-là, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, mais sans développer le troisième étage de la fusée. Donc c'est bien, encore une fois, l'EIE, c'est le conseil premier niveau. Le deuxième niveau, ce sont des plateformes pour accompagner. Et le troisième niveau, c'est la maîtrise d'œuvre. Comment faire pour arriver à convaincre les habitants que finalement une conception de leur projet en amont est générateur d'économie, d'énergie et d'économie tout court. Enfin, c'est bien l'enjeu. Et c'est pour ça qu'il faut travailler ensemble, notamment ADEME, CAUE, parce que déjà là, il y a un premier brassage de culture et de métier, une première transdisciplinarité avec d'autres pour ce sujet, pour arriver à ce sujet-là, quoi. Joël Beaugrasset, un mot là-dessus sur mon interpellation ou pas? Non, moi je relève deux choses. La première, je n'avais pas pensé à la proposition que vous faites, c'est-à-dire d'aller au-delà de la question de la démocratie participative, c'est d'aller
vers les habitants qui sont déjà acteurs et qui font des choses. Il y a beaucoup d'énergie chez les habitants. Et ça va au-delà de ça. C'est vrai qu'en plus, on a des associations loi 1901, il y en a de partout en France, et certainement que dans les quartiers, grâce à des associations loi 1901, il y a un certain nombre de choses qui font partie du lien social et qui font que le microcosme local, la biodiversité locale des habitants fait que ça fonctionne bien grâce à ce tissu-là, et c'est d'aller aussi voir comment est-ce que les choses sont organisées. Donc je pense que l'élu, c'est important aussi qu'il puisse prendre le temps de se faire ces choses-là. Alors on le fait peut-être quand on est en campagne électorale, mais on le fait tellement vite que c'est difficile. Mais en même temps, on a en arrière-pensée notre projet politique, donc qu'est-ce qu'on fait dès qu'on est élu? On met en place notre projet politique. Je pense que si on regarde aussi entre les années 70 et maintenant, je crois que dans les budgets communication soit des cabinets d'élus ou plus particulièrement, quelles que soient les collectivités locales, les budgets communication ont beaucoup augmenté. Pourquoi? Pour valoriser ce que l'on fait chacun dans sa niche, quoi. C'est peut-être aussi dramatique de passer par ce biais-là, c'est-à-dire c'est valoriser son action, et quelque part c'est aussi peut-être frustrant plutôt que d'aller vers ceux qui font et de se dire que grâce à ceux qui font déjà, on peut en fait créer une synergie. Voilà ce que j'en dirais. Merci. Très rapidement, Élodie Oui, Bouillon. je rebondis juste sur ce que vous venez de dire à l'instant. Un exemple tout simple, aller à leur rencontre, oui, c'est pas forcément aller voir une association, c'est tout simplement en faisant votre PLU. J'ai parlé de la division parcellaire. Si on la prend pas en compte en faisant son PLU, c'est au tout départ, lors d'une révision, etc. C'est là qu'on va les chercher, en fait. C'est juste qu'à un moment, il y a des ateliers, des rencontres, c'est juste à organiser avec l'habitant pour prendre en compte ces projets qu'on va croiser avec le projet de la collectivité. Mais c'est à tout moment de vos actions. Après, on n'est pas rentré dans le détail du comment. Et puis, je finis, oui, par rapport à votre question. Oui, on constate un éclatement, c'est sûr, des professions, des compétences. D'ailleurs, il y avait les journées portes ouvertes des agences d'architecture ce week-end, qui est une très bonne initiative où enfin on pouvait aller voir ce grand architecte élite qui souvent est perçu comme inaccessible. Et là, je reviens encore sur les CAU. On a une chance, c'est qu'on est à la croisée de ces publics. Les professionnels, les habitants, les élus. Et je pense qu'on est assez outillés et armés et qu'on peut encore approfondir et développer. Mais on les a ensemble, on peut les avoir ensemble dans nos formations, dans des soirées de sensibilisation. Enfin, j'en reviens toujours à nos missions fondamentales, mais c'est la loi de 77. Voilà.